Pour célébrer les 45 ans des Aventuriers de l'Arche perdue, et oui, déjà et après avoir décortiqué plusieurs jeux ainsi que le mal aimé 4e volet, eh bien j'ai eu envie durant ces vacances d'été de vous narrer l'histoire d'un show méconnu ici, un show toujours en place au parc Disney Hollywood en Floride, anciennement nommé Disney MGM Studios, et un show qu'on aurait dû avoir en France, oui, si Disney n'avait pas reculé au dernier moment, préférant nous mettre à la place un spectacle de cascade à la française, un spectacle disparu lui depuis bien longtemps. Oh, je suis comme vous, professeur Jones, j'ai une passion pour les antiquités. En effet, après avoir décortiqué l'an passé la construction et l'inauguration du parc Disney Hollywood Studios en Floride, eh bien il est enfin venu le temps de vous causer du fabuleux spectacle Indiana Jones Epic Stunt Spectacular, dernière attraction du parc Hollywood Studios, encore debout depuis son ouverture et qui accueille toujours un public de dingue à chacune de ses représentations. Un spectacle de cascade, comme son nom l'indique, où pendant près d'une vingtaine de minutes, eh bien plusieurs trompent la mort, revivent devant nos yeux ébahis la plupart des scènes du premier Indy, allant de la gigantesque bouboule du début jusqu'à l'explosion monumentale de l'aile volante. Et alors comme toujours, quand on cause de Disney, eh bien tout débute encore une fois le 23 septembre 1984 lorsque Michael Eisner, anciennement président de la Paramount, prend les rênes de la firme aux grandes oreilles à la demande des héritiers du bon vieux Walt, et recommandé par George Lucas. Oui, George Lucas, lui aussi un habitué sur cette chaîne et qui aussi avait reçu avant Eisner la visite des héritiers venus l'implorer de diriger Disney. Mais le barbu avait décliné parce qu'il a déjà sa propre société à gérer, merci bien. Bon alors par contre Lucas leur a quand même conseillé de prendre plutôt Eisner, c'est un bon gars, et ce fut le seul, du temps où il était président de la Paramount, donc à accepter de produire et distribuer Les Aventuriers de l'Arche perdue, lorsque Lucas était venu le voir avec le pitch en 1979. Vous les avez convaincus ? Oui, il vous confie cette grande mission. Oh, Marcus. La suite on la connaît, les Indiana Jones cartonnent et marquent à tout jamais la pop culture avec moult œuvres faisant référence à l'aventurier, tandis que Eisner devient le président de Disney. En route pour de nouvelles aventures. Et c'est donc pour toutes ces raisons que lorsque Eisner débute son nouveau job à Disney et découvre que les parcs flottent dans le formol depuis la mort de leur géniteur, eh bien le nouveau boss s'en va contacter son grand copain Lucas pour foutre un peu de modernité dans tout ça. Ce qui va nous donner l'excellent simulateur Star Tours, mon attraction préférée, mais aussi l'oubliable Captain EO, dont je vous parlerai une autre fois. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me sens? Et puis comme la collaboration entre Lucas et Disney s'est plus ou moins bien passée pour ces deux attractions, eh bien notre barbu accepte de lâcher la licence Indiana Jones afin de la mettre elle aussi dans les parcs. Oh yeah, I'm working on 4 or 5 other projects that will be coming out. Some of them Indiana Jones rides, some others intergalactic adventures. Alors évidemment, dès que Lucas il dit banco, eh bien nos Imagineers échafaudent de suite un projet foldingo assez faramineux, un projet qu'il baptise Indiana Jones and the Lost Expedition, un concept un poil trop ambitieux composé de 3 attractions, oui carrément, parce que t'as un circuit en Jeep dans un temple, ce circuit est lui-même surplombé d'une montagne russe reproduisant la poursuite en mine du temple maudit, et le tout est incrusté au bon vieux Jungle Cruise au sein de la zone Adventureland. Oui, un truc bien compliqué, super onéreux et dont je vous causerai dans une autre partie, parce que là aussi j'aurais plein de trucs à dire, notamment parce que le machin réapparaîtra bien des années plus tard sous forme découpée, avec une partie aux USA et une autre en France, chez nous. Vous êtes sûr? Plutôt, oui. En tout cas, en 1987, eh bien Eisner met son veto pour ce pharaonique Indiana Jones and the Lost Expedition, préférant valider Splash Mountain à la place. Et nos imagineurs sont donc sommés de retourner sur leur table à dessin afin de plancher sur un machin Indiana Jones moins exorbitant. Déjà l'histoire, comment c'est foutu, comment ça s'enchaîne. Car la même année débute en Floride le chantier du parc Disney MGM Studios, un parc centré, comme son nom l'indique, sur le milieu du cinéma en général et censé rivaliser avec ceux de la compagnie Universal. C'est pour ça que lorsque je vous avais narré la construction du parc de Disney, eh bien j'avais en outre causé de celui d'Universal en Floride, parce que tu peux pas parler de l'un sans l'autre. Ça c'est clair. Ce qui tombe bien pour nos amis, c'est que, durant la conception de ces Disney Studios, et justement afin de copier ce qui marche si bien chez la concurrence, eh bien la firme avait justement prévu toute une immense scène censée accueillir un spectacle de cascade, une scène dont le thème n'est pas encore fixé pour le moment, les premiers concept art nous dépeignant à cet endroit une sorte de bataille maritime. Du coup, pourquoi ne pas faire carrément un spectacle de cascade sur le thème Indiana Jones? En plus le show il serait situé juste à côté du bâtiment Star Tours, bref, c'est tout bénef. Oh bah ça tombe bien alors.
Bon alors pourquoi un spectacle de cascade alors que Disney en a encore jamais fait, préférant des shows basés sur des chansons? Eh bien il faut dire que depuis le début des années 80, le parc Universal, oui encore lui, s'était justement refait une belle santé grâce à l'arrivée de spectacles de cascade très impressionnants, basés tous sur des licences connues, débutant par un petit show centré sur Battlestar Galactica avant de passer à la vitesse supérieure avec Conan le Barbare et son serpent dragon géant. Et puis lorsque Universal a voulu agrandir la superficie de leur parc en bâtissant toute une nouvelle zone sur les hauteurs, eh bien ils ont décidé d'y mettre là aussi un second spectacle de cascade pouvant cette fois accueillir jusqu'à 3000 spectateurs. Alors au départ on imagine pourquoi pas un crossover entre les deux plus gros succès d'Universal à la télé à ce moment, avec Barracuda de l'agence touriste combattant Kit de K2000, mais il s'avère que les créateurs de ces deux séries, Stephen G. Cannell d'un côté et Glenn Larson de l'autre, ne peuvent pas se blairer. Du coup, on décide de prendre uniquement l'agence Tourisque qui, alors c'est marrant, possède quand même de nombreuses scènes tournées dans ces mêmes studios. Ah, c'était d'un drôle genre d'hilarité. Bah oui. Alors au début, on essaye d'en faire un show de cascade classique, c'est-à-dire que comme pour le Conan, avec carrément une mini-histoire comme une pièce de théâtre. Mais le machin se révèle trop court et pas franchement palpitant. Alors du coup, et par l'entremise entre autres du metteur en scène Gary Goddard, qui s'était déjà occupé du Conan et qui fera les maîtres de l'univers au cinéma, oui, on décide d'ajouter un petit twist au concept, avec toute une première moitié brisant le 4e mur et conçue comme une session de casting. Oui, alors je m'explique, au début du show, t'as la doublure de Futé qui réclame un volontaire dans le public afin de le faire participer au spectacle. Le volontaire s'avance et Futé lui raconte que s'il parvient à réussir 3 cascades, eh bien le spectateur aura carrément le droit d'apparaître dans un épisode. Mark, have you ever done any dangerous stunts before? Yeah, driving your freeways out here. Le bonhomme il est ravi et doit donc pour sa première scène tenir simplement une mitraillette sur une Jeep pilotée par Looping. Bon, alors visiblement c'est mal parti, notre gars il accepte quand même d'en faire une seconde. Okay, I'll take that as a yes. Et pour celle-ci, il doit simplement conduire une moto autour de la fontaine. Okay, hit it. Oui, alors c'est très dangereux, mais ce n'est pas terminé, parce que pour sa dernière mission, eh bien cet homme, nommé Mark, doit juste récupérer en moins de 15 secondes un mannequin dans une cabane. Une cabane qui est piégée, bien sûr. 15, 14, 13. Ouais, bon, j'espère que vous avez compris, ce Mark est en vérité un cascadeur et que tout ceci n'était qu'une gigantesque blague. D'ailleurs, après cette introduction d'une dizaine de minutes, eh bien le show débute réellement en nous montrant la fin d'une petite aventure avec Looping qui fait le con, Barracuda qui se bagarre et évite une moto. Hannibal Smith fait de la tyrolienne en kiffant qu'un plan se déroule sans accroc, et Barracuda réapparaît avec un camion poubelle transformé en tank. Un show sympathique, qui va durer 3 années jusqu'à la fin de la série, avant de se faire remplacer par un truc encore plus impressionnant. Alors au départ, ils voulaient le faire sur Rambo, avec le public jouant des otages, mais finalement, le show va devenir un truc de flic à Miami, à la dernière minute. Vous restez avec la camionnette. Quand le moment sera venu, vous nous sifflez. Deux flics à Miami qui là nous poussent carrément tous les potards à 11, puisque t'as des hors-bords, des jet skis, des aéroglisseurs, toute une séquence en chariot à la Indiana Jones. Et un peu de sucre en poudre. Alors non, mais t'as un final avec un faux hélicoptère que Tubbs fait exploser. C'est génial. Et si le public ne participe plus, eh bien le spectacle comporte quand même un nouveau gimmick, toujours en sorte de mise en abîme, avec la présence là d'un réalisateur qui nous explique les coulisses et fait des blagues avec les cascadeurs. What's the matter? Oh, Pete's been in the water a lot today. When that happens, it gets a little waterlogged. So every now and then we just kind of... There you go. Un réalisateur qui sert surtout de transition entre les scènes, permettant aux cascadeurs de se reposer entre chaque séquence, et qui peut crier « couper » si quelque chose se passe mal. Un bon point. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce que comme pour la majeure partie du parc Disney MGM Studios, dont le concept est littéralement pompé sur le parc Universal, eh bien le spectacle Indiana Jones Epic Stunt Spectacular reprend là aussi toutes les idées citées précédemment. J'appelle ça du plagiat.
Encore une fois, vous le voyez, il n'est rien que vous ne possédiez dont je ne réussisse à m'emparer. Bon alors, ils avaient quand même tenté dans un premier temps de faire un show de cascade classique, compilant les meilleures scènes du premier film, et sans gimmick. Lucas leur ayant carrément conseillé de prendre pour chorégraphier le bousin le coordinateur Glenn Randall Jr., qui s'était justement occupé d'une grande partie des cascades tournées en Tunisie des aventuriers de l'Arche perdue. Comme toute la poursuite dans les rues du Caire avec le camion qui explose, et le combat entre Indy et le type au sabre quand tout le monde avait la chiasse. Plein de moments que Randall Jr. s'est donc empressé de reproduire pour le show, en corrigeant même un passage qui s'était pas déroulé comme prévu dans le film. Ah bon ? Oui, le coup du camion qui se renverse là n'était pas censé se dérouler ainsi. À la base, il aurait dû se retourner à la verticale. Un geste qui était cool à l'époque avant que tous les blockbusters des années 2000 le reproduisent à l'infini. Bon, faut que je me rappelle, je suis garé sur le parking Itchy. Bon, durant le tournage, eh bien le truc avait pas marché comme marqué dans les storyboards, et Spielberg avait de toute façon estimé que c'était beaucoup trop dangereux de le faire avec tous les figurants, et du coup le truc a été réalisé en plusieurs prises de manière sécure. Ah oui, c'est bien ça. Ah oui. Mais enfin du coup, Glenn il va quand même vouloir la refaire pour le show, utilisant cette fois une sorte de catapulte, retournant le véhicule attaché d'abord à des rails. En outre, ils nous font aussi le bon vieux coup du switcheroo, comme on dit, c'est-à-dire qu'on voit Marion grimper dans un camion, le camion contourne le décor, et il se voit remplacé par celui sur rail. Hop, comme ça, ni vu, ni connu. Oui, c'est safe et surtout reproductible sans danger plusieurs fois par jour. Car ouais, si dans un film tout est mis en place longuement et proprement pour 1 à 2 prises maximum, eh bien ici il faut que les cascades puissent être reproduites 3 à 6 fois dans la journée, et 7 jours par semaine, de jour comme de nuit. Et si tout ça a l'air bien dangereux, il faut savoir que tout fonctionne en gros comme des tours de magie, oui, avec tout un système de dalles pressurisées ou de boutons à pousser par les cascadeurs eux-mêmes lorsqu'ils s'estiment en sécurité. Ouais, les pointes qui sortent du sol par exemple ne sont pas déclenchées en cabine ou avec un chrono, mais bel et bien grâce à un système de dalles à pression, enclenché directement par Indy, c'est-à-dire que ça fonctionne comme les pièges du film quoi, mais sans risque de mort derrière. Y a rien à craindre ici. C'est bien ce qui me fait peur. Et pareil, les statues qui tombent là, c'est aussi des boutons, tout comme la perche qui dégringole, oui, c'est bien foutu. Et l'échelle là, elle tombe pas n'importe comment, elle se décroche grâce à un bouton poussé par le cascadeur. Ensuite, t'as aussi masse de matelas planqués dans le décor. Non, c'est bien foutu, ça va. Et t'as quand même d'autres effets qui, eux, sont quand même déclenchés à distance. Comme la trappe du mécano qui s'ouvre lorsque débarquent l'hélice. Et pour éviter les accidents, eh bien le truc est conçu avec un plan B. C'est-à-dire que si la trappe, elle se bloque pour on ne sait quelle raison, eh bien t'as une alarme sonore qui retentit et la baston se déroule un peu plus loin, jusqu'à ce que le mécano se fasse fusiller par Marion. Les nazis, je hais ces gars-là. Oui, bien sûr, t'as des plans B et des plans C pour éviter les blessures, mais la cascade la plus dangereuse reste quand même la grosse bouboule. Oui, le cascadeur est alerté de son arrivée par une alarme visuelle, ici en bas, de chaque côté évidemment, et il doit donc courir rapidement et se jeter dans un abri pour éviter d'être écrasé. Well, that wasn't so bad, was it? No. Oui, alors ok, la boule elle est gonflable et en caoutchouc, mais le bousin il fait quand même pas moins de 180 kg. À savoir d'ailleurs que le 30 décembre dernier, eh bien le rocher était sorti de ses rails et parti vers le public. Alors heureusement, un cascadeur s'est interposé et évita ainsi de nombreux blessés, et tous les procès qui auraient suivi. Robert Herrick, car c'est son nom et qui jouait le réalisateur dans le show, s'en est toutefois sorti avec des fractures à la colonne vertébrale et des lacérations au visage, tandis que le rocher pour le moment a lui complètement disparu, remplacé par simplement Indy qui fait un flip. Tout ça pour dire que le show fut donc très ardu à mettre en place, avec masse et masse de tests pour faire marcher ou rouler tous les effets correctement, ce qui fait que lorsque Lucas assiste aux répétitions à quelques mois de l'ouverture, eh bien il constate que le machin n'est pas vraiment encore au point et préfère, à contre-cœur, décaler l'ouverture du spectacle, ce qu'il avait déjà fait, mine de rien, durant la production de Captain EO. Le souci, si vous vous souvenez de ma vidéo sur les studios, c'est que le parc ne comporte malgré tout que très peu d'attractions à son ouverture, et même si Indy apparaît quand même rapidos au détour d'un des rides du lieu, eh bien ça risque quand même de la foutre super mal si le stunt show spectaculaire au cœur de toute la pub du parc et capable de drainer quand même 2000 visiteurs à l'heure n'est pas dispo le jour de l'inauguration. De fait, pour remédier à cela, eh bien on va quand même décider de présenter le show, mais dans une version réduite, comme une répétition, si vous voulez, avec très peu de décors et quelques scènes seulement. Bon alors bien entendu, les équipes ne se tournent pas les pouces et continuent à peaufiner le spectacle durant les pauses, le tout supervisé par une nouvelle tête, puisque Glenn Randall il est bien gentil mais il ne possède aucune expérience des parcs d'attractions. Oh merde! Oh c'est con ça! Donc pour Lucas, eh bien il faudrait trouver quand même un type ayant à la fois un pied dans le cinéma et un pied dans les parcs, et c'est ainsi que nous parvient
Jerry Reese, oui, encore lui, le sauveur de tous les temps, le réalisateur du Petit Grippin Courageux et de Back to Neverland. Souvenez-vous, c'était le pré-show avec Robin Williams de The Magic of Disney Animation, l'attraction du parc en forme de musée vivant. Oui, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo sur l'univers de Roger Rabbit. Serrons-nous la pince, je me sens mieux. Et oui, alors qu'il vient tout juste de terminer la réalisation du court-métrage, eh bien Jeffrey Katzenberg, le président de la partie ciné de Disney à ce moment, vient le voir pour lui demander de tourner 2 ou 3 trucs pour une autre attraction du parc. En effet, à la manière des parcs Universal, eh bien Disney MGM Studios a mis en place à ce moment une visite en trame de différents décors et départements, racontant les coulisses du cinéma et dévoilant les costumes des films en production à ce moment. Mais Katzenberg, il estime que le machin, il manque de stars et qu'il faudrait donc filmer et insérer au cœur de la visite 2 ou 3 personnes connues afin de présenter les différents lieux et départements. Et c'est comme ça que Jerry se retrouve à filmer Goldie Hawn et Rick Moranis par exemple dans un décor reprenant l'usine Acme de Qui veut la peau de Roger Rabbit, un décor que tu pouvais d'ailleurs visiter durant les premières années des studios, oui ça avait l'air trop cool. Mais aussi, et c'est là où ça nous intéresse, le département montage était, quant à lui, présenté carrément par George Lucas, R2D2 et 6PO. Et c'est donc durant ce tournage que Lucas rencontre Jerry Reese et l'engage pour corriger tous les défauts d'Indiana Jones Epic Stunt Spectacular. Ça, c'est bien. Alors, vu que ce qui pêche principalement dans le show Indiana Jones à son arrivée, c'est la présence de multiples scènes compliquées à mettre en place rapidos, sans temps mort, que certains effets parfois ne fonctionnent pas comme prévu, et qu'il faut aussi chorégraphier tout ça en prévoyant des instants où nos cascadeurs puissent reprendre leur souffle entre 2 scènes, Reese il se dit que, allez merde, autant reprendre une formule qui fonctionne en reprenant celle d'Universal, on n'est plus à ça près. Et de toute façon, comme je l'ai dit, Miami Vice, il a bien pompé Indiana Jones avec leur passage du chariot, donc ils avaient qu'à pas commencer. Commérage et ragot, Dr. Jones. Rien d'autre. Superstition et folklore. Et pire, tant qu'à faire, autant reprendre aussi le concept de la taupe, ouais, avec plein de spectateurs engagés pour jouer les figurants, dont un faux qui va se faire défoncer la gueule malgré lui par Marion. Et bon, je plaisante, mais tout n'est pas que pompage, puisque Disney va quand même ajouter un gimmick supplémentaire en faisant d'abord démarrer Indiana Jones Epic Stunt Spectacular comme un spectacle classique, un vrai, avec notre aventurier descendant en rappel. Oui, en rappel, comme Conan dans le show Universal. Bon, bref, c'est pas tout original, mais on le voit ensuite progresser dans le temple piégé jusqu'à mettre la main sur l'idole, déclenchant là la bouboule et la fuite d'Indy qui... Oui, tout ceci n'était qu'un rêve, qu'un tournage, l'équipe technique débarque et l'assistant réal débute donc son pitch, permettant ainsi le changement de décor et la mise en place de la scène suivante. Un tournage pourquoi ? Sur quel support ? Oh, on s'en fout. Et ainsi, pendant plusieurs mois, Glenn et Jerry y vont rôder le spectacle jusqu'à ce que George Lucas le considère potable et accepte de l'inaugurer donc le 25 août 1989, soit 4 mois seulement après l'ouverture du parc. Le tout pour un coût total de $20 millions. Une gigantesque pile de pognon. Un spectacle qui, quand même, durant sa première année, a fait les choux gras de la presse à cause de ses multiples accidents. Non mortels, certes, mais handicapants quand même, comme Indy chutant de 30 mètres parce que le frein a mal fonctionné, t'as eu un autre cascadeur qui est tombé de l'échelle, un mécano bloqué par la trappe et une Marion blessée à la hanche en tombant de la tyrolienne. Oui, il faut dire que durant cette première année, tout le sol était en béton, ce qui n'est pas super sécure quand tu dois tomber dessus à longueur de journée. Et alors bien sûr, le show a aussi été modifié au fil des ans, avec la disparition par exemple du sabreur qui cassait le rythme de la poursuite. Ils ont aussi petit à petit remplacé les croix gammées par de simples croix, puis par un bandeau noir, et t'as encore eu quelques accidents dont un mortel en 2009 durant les répètes, et celui l'année dernière avec le réalisateur. Ok, ça reste sporadique, mais rien qu'un mort, c'est quand même beaucoup trop. J'espère que Disney va quand même encore plus améliorer la sécurité du truc, parce que ça serait dommage de le perdre. Il semble que nous ayons atteint l'âge où la vie cesse de nous donner des choses et nous les retire peu à peu. Perso, moi j'avais découvert le show lors d'un épisode de La Fête à la Maison, oui, lorsqu'il visite Disney World et que DJ imagine son petit ami dans la peau de l'aventurier. Je t'aimais, DJ. Steve, non. Un petit ami incarné par Scott Wenger qui fait aussi la voix d'Aladin en VO et qui apparaît en outre en Aladin dans le même épisode. Où ça ? Là. Je me suis sûrement fait plus mal que je pensais. Alors bien sûr, le show est aussi apparu dans un spécial avec les Muppets où Miss Piggy fout la tannée à un nazi.
Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, eh bien le spectacle a en outre failli parvenir chez nous avec même toute une zone dédiée. Ça fait 1 heure qu'on attend ça. Oui, je vous en avais rapidement parlé au début de cette vidéo, mais au tout début d'Adventure World, quand notre second parc qui s'appelait même pas encore Disney Studio, mais Disney MGM Studio Europe, eh ben il était prévu de faire toute une gigantesque zone Indiana Jones au sein du parc. Une zone immense comme vous le voyez, avec tout un décor reprenant le splendide palais de Pankot. Oui, d'Indiana Jones c'est le temple maudit, un palais qui n'était qu'une maquette d'ailleurs dans le film. Vous avez l'air plutôt perdu, je dois dire. Et en plus de ce chouette décor, on aurait aussi eu tout un lac avec une réplique de l'hydravion du premier film. Oui, un spot qui aurait sûrement servi de point photo et sûrement de point restauration. Et en plus, l'endroit aurait aussi accueilli une boutique indie et également un gros restaurant, là aussi centré sur l'univers de l'aventurier, avec probablement quelques accessoires issus des films dedans, un peu comme ils feront plus tard avec le vieux Backlot Express. Oui, c'était l'ancien restaurant remplacé depuis par la Stark Factory. Oui, il comportait masse d'accessoires tirés de plein de vieux films d'Hollywood. Backlot Express qui existe toujours en Floride et situé juste à côté du spectacle Indiana Jones. Alors pourquoi on n'a pas eu droit finalement à cette merveille? Eh bien tout simplement parce que si cette version du second parc était bel et bien prévue lors des premières ébauches de notre royaume Disney vers la fin des années 80 et baptisé à cette époque donc Disney MGM Europe et calqué comme son nom l'indique sur le Disney MGM Studio floridien, d'ailleurs ils avaient aussi songé à un 3e parc aquatique, et bien l'échec des premières années d'ouverture de Disneyland Paris a mis fin pour un temps au projet. Et c'est con parce qu'on aurait dû avoir plein de chouettes attractions comme la reprise du Dark Ride à l'intérieur du Chinese Theater de Disney MGM qui nous faisait traverser plein de reconstitutions de scènes cultes du cinéma, avec en plus un twist à la française, c'est-à-dire qu'on aurait dû aussi avoir des scènes avec les frères Lumière ou Georges Méliès. Ils avaient aussi pensé à tout un ride interactif basé sur le film Dick Tracy de 1990 où, dans des voitures des années 30 et dans les décors du film, eh bien on aurait tiré sur des cibles. Et puis on aurait donc aussi eu droit à l'incroyable spectacle Indiana Jones et sa zone, mais tout ça fut donc canné quand Euro Disney n'a pas fait les chiffres escomptés. Fortune et gloire, petit. Fortune et gloire. Ouais, à la place, Indy fut placé au sein d'Adventureland, dans le vieux parc, avec le très cool Temple du Péril, tandis que le parc consacré au cinéma, eh bien, il a été revu à la baisse, avec une équipe bien réduite, le tout pour une version beaucoup plus cheap, pour une ouverture en 2002. Le Dick Tracy fut supprimé, et l'idée sera quand même reprise pour le sympathique Buzz l'éclair à Discoveryland. Le Dark Ride avec les scènes cultes du cinéma deviendra un simple film, sympa, mais un film quand même, avec cinémagique, où un faux spectateur, encore, décrochant son portable dans la salle et transvasé dans l'écran sous les traits de Martin Short. Merci. Un film réalisé là encore par Jerry Reese, oui, il est partout, et enfin le spectacle Indiana Jones quant à lui sera remplacé par le très bruyant et laborieux moteur Action, un show de bagnole qui devait en plus au départ être basé sur la licence James Bond et mis en scène par notre Frenchie Rémi Julien, le coordinateur de masse de scène de la série, dont le camion sur 2 roues de permis de tuer quand même, une cascade qui était d'ailleurs prévue un temps dans le spectacle. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non. Eh ben non, ils l'ont pas fait, Disney n'a pas récupéré la licence pour je ne sais quelle raison, peut-être pour des questions de budget, comme d'habitude, ce qui fait que James Bond fut remplacé dans le show par un agent secret anonyme. La fille de l'affiche, elle, disparut carrément, donc y a pas de fille dans le show, tandis que Rémi Julien, lui, a laissé carrément tomber entre-temps, remplacé au final par le fils de Jean Sunny. Oui, un cascadeur itinérant, hyper connu des années 50-60, certes, mais une famille au final peu habituée des tournages de films et des parcs d'attractions, qui reprendront d'ailleurs dans le show certaines des cascades mise au point par le paternel. Le tout pour un résultat... Ouais, on passe plus de temps à t'expliquer comment on va te faire les cascades qu'à te les montrer. Du coup, tout dure une plombe et tu t'ennuies beaucoup. Surtout quand tu le compares au spectacle, je ne sais pas, Main basse sur la Joconde, par exemple, qui passait au même moment au parc Astérix. Un show beaucoup plus fun, festif, ultra impressionnant et pourtant sans la moindre licence. Ouais, en fait, je ne rate jamais une représentation à chaque fois que j'y mets les pieds. Alors que le moteur Action, bon bah là, quand tu l'as vu une fois, t'as pas vraiment envie de te le retaper. En fait, le seul point positif, c'est les décors, inspirés du port de Villefranche-sur-Mer. Oui, en fait, découvert par l'équipe de Julienne lorsqu'il mettait au point les cascades de risque maximum. Ouais, avec Jean-Claude Van Damme. Ouais, bonne idée. J'en connais un qui devrait se détendre. Et sinon, dans les autres mauvaises idées, par exemple, ils avaient voulu te mettre des poursuites en jet ski, comme dans Miami Vice, certes, mais dans un tout petit canal. Du coup, les cascadeurs, ils pouvaient pas aller bien loin et la séquence fut supprimée. Et après une légère refonte en 2011 où le caméo de Choupette la coccinelle est remplacé par Flash McQueen de Cars, eh bien le show va fermer définitivement ses portes en 2020 après la pandémie, remplacé depuis par un spectacle plus sympathique dans l'univers d'Alice avec des BMX. Camoulox. Ouh, bravo Jean-François, vous êtes notre finaliste. Quant au show Indiana Jones Epic Stunt Spectacular en Floride, eh bien comme je l'ai dit, il continue, perdant toutefois des morceaux au fil des ans, jusqu'à sa possible fin.
Et dans ce cas, alors pourquoi ne pas le remplacer par un spectacle Aladdin? Bah ouais, tu remplaces la scène du temple et l'idole par la grotte, avec la lampe, tu gardes la poursuite sur les toits, mais tu fous Aladdin et Jasmine à la place. Quant à la fin, bon bah au lieu d'avoir une aile volante, eh bien tu peux toujours rajouter un gros serpent, hein, quitte à tout piquer à Conan. Oui Disney, engagez-moi, j'ai plein d'idées. Quoi? Vous avez confiance en moi? Oui. Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. Un petit mot avant de se quitter, messieurs. Pipe. Qu'est-ce